Ok, bonjour à tous. Merci d'être tous là. Donc, en effet, comme ça m'a été indiqué, donc je m'appelle Edouard Marquez et moi je suis freelance Android et Flutter et je m'occupe aussi par exemple de newsletters. Donc, si vous voulez vous abonner, c'est gratuit. Vous n'êtes pas le produit, donc rassurez-vous, je ne vais pas faire n'importe quoi avec vos adresses mail. Ça ne m'intéresse pas. Et aussi, je m'occupe d'une petite chaîne YouTube qui s'appelle Dev Café et en gros tous les matins j'essaye de faire un petit résumé de ce qu'il faut en retenir sur l'aspect plutôt développement. Voilà, donc en une dizaine de minutes j'essaye de faire ça. Mais bon, vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes ici pour avoir des petites astuces pour vos applications Android. Et donc je vais vous en donner à peu près une dizaine, sachant qu'à chaque fois vous allez voir que en fait il n'y a pas grand chose à changer pour finalement rendre votre application vraiment unique. Donc la première, c'est le photo picker, qui est une fonctionnalité qui est arrivée avec Android 13. Et la particularité de ce photo picker, c'est que en fait, jusqu'à Android 13, eh bien, sur Android, on ne pouvait pas avoir de fonctionnalité qui permettait de choisir une photo. Donc forcément, il fallait tout développer soi-même, soit passer par une bibliothèque externe. Et l'inconvénient, c'était aussi qu'il fallait demander les permissions, etc., etc. Et l'avantage de ce photopicker version Android 13, il n'y a plus besoin de gérer les permissions, il n'y a plus besoin d'avoir des bibliothèques externes, et en plus, toutes les applications ont la même interface. Visuellement parlant, ça ressemble à ça. Donc vous pouvez choisir soit des images, soit des vidéos, et vous avez également la version en choix multiples. Et là-dessus, pour l'implémenter, c'est ultra simple. En gros, c'est une activité à lancer, donc vous la lancez, et en retour, vous avez l'URI qui redirige vers l'image en question, ou les images potentiellement. Et donc là, comme vous voyez, c'est compatible Android 13. Mais la petite particularité, c'est qu'en réalité, c'est rétrocompatible jusqu'à Android 4.4. Alors en fait, c'est rétrocompatible, mais de plusieurs manières. Alors dans un premier temps, je vais vous parler de Android 11 et de Android 12. Alors, comme vous le savez, une nouvelle fonctionnalité, forcément, il faut du nouveau code. Donc a priori, une nouvelle fonctionnalité sur du code existant, c'est pas possible. Et sauf que sur Android 12 et Android 11 et Android 12, c'est possible, c'est quelque chose qu'ils ont rajouté. Alors du coup, je vais vous expliquer juste pour que vous sachiez. En gros, depuis quelques versions d'Android, maintenant il y a ce qui s'appelle le Project Mainline. Et dans l'idée, c'est que en gros, un peu tout le système est divisé en plein de modules. Et ces modules peuvent être mis à jour à distance. Alors la raison pour laquelle ils ont mis ça en place, c'est que passé un temps, il y avait beaucoup de failles. Et le problème, c'est que quand il y avait des failles, il fallait patcher tout le système. Donc il fallait renvoyer toute une version d'Android. Et donc du coup, maintenant qu'il y a des modules, ils peuvent le faire de manière indépendante. Et c'est du coup comme ça que on va avoir sur Android 11 et 12 des nouvelles fonctionnalités par ce système-là. Donc juste, vous dans votre code pour tester que ça marche, en gros vous avez une API qui dit quelle est ce qui s'appelle les extensions. Donc en gros c'est quelle version euh, d'API supplémentaires ont été ajoutées. Et typiquement si vous avez la version 2, c'est là où il y a le photo picker. Et donc vous bénéficiez de ces fonctionnalités-là. Sachant que par contre pour les versions antérieures, donc de 4.4 jusqu'à 10, là c'est basiquement les Play Services qui embarquent tout ça. Donc voilà, c'est plutôt intéressant à voir du coup s'ils utilisent ce mécanisme peut-être un peu plus à l'avenir. Mais voilà, donc ça, le photopicker, c'était la première astuce. Rassurez-vous, je vais faire un peu plus vite pour les autres. Donc le deuxième, c'est le fait d'ajouter des tuiles ou des contrôles. Alors en anglais, ça s'appelle des quick settings. Donc voilà, peu importe comment on traduit ça. Visuellement parlant, sur Android 7 jusqu'à 10, ça ressemblait à ça. Et depuis, on a une version un peu plus améliorée avec 2-3 infos en plus. Et donc l'avantage, c'est que c'est ultra simple à mettre en place parce que ça peut faire par exemple un raccourci vers votre appli. Tout simplement, vous définissez un service, vous donnez une icône, un libellé, et ensuite, dans le code de ce service, vous allez dire au début, peut-être modifier des choses dynamiquement ou pas. Ça, c'est comme vous le préférez. Et ensuite, vous avez un événement onClick. Et donc, sur ce onClick, vous faites tout ce que vous voulez. Le seul problème des QuickTiles, et vous l'avez probablement déjà remarqué, c'est que quand vous installez une application, à aucun moment vous savez qu'il existe ces settings. Et en fait, depuis Android 13, on a la possibilité maintenant d'afficher une petite pop-up à l'utilisateur. Et s'il valide, ça va automatiquement rajouter ce settings pour vous. Par contre, ça, c'est pas rétrocompatible, ça, c'est uniquement Android 13.
Donc au cas où vous vouliez savoir comment on appelle cette petite pop-up, c'est ce que vous voyez écrit juste là. Également, sur ces quick settings, il faut faire attention parce que peut-être que vous avez déjà vu qu'on avait la possibilité de choisir des ranges. Et ça, en réalité, c'est pas tout à fait pour tout le monde. Alors, si vous regardez, ça c'est uniquement pour ce qui est maison connectée. Alors ça fait depuis quelques versions qu'il y a ça, et directement depuis les quick settings, on peut en fait modifier sa maison, allumer des lumières, des choses comme ça. Et uniquement dans ce cas précis, on a accès à, donc là, par exemple ici pour gérer la température, mais pour les applications qui ne sont pas des applications de maison, il n'y a pas ça qui est accessible. Voilà, donc juste faites attention. En gros, pour tout le monde, c'est juste un bouton on ou off, et voilà, basiquement. Donc ça, c'était la deuxième petite astuce qui est ultra simple à mettre en place. On passe vite fait à la troisième qui, là aussi, est simple. Oups, j'ai un décalage, qui est tout simplement la possibilité de donner une catégorie à votre application. Donc en gros, jusqu'à présent, c'est pas très important à la limite parce que en fait, quand vous installez sur le Google Play ou via n'importe quelle boutique, la catégorie elle est donnée par justement l'application qui installe. Par contre, potentiellement, l'utilisateur il installe à la main l'application, auquel cas vous pouvez forcer la catégorie qui est utilisée. Alors, dans les catégories, vous avez les 11 qui sont disponibles juste là. Et vous allez dire, mais quel est l'intérêt d'afficher une catégorie? Tout simplement, dans certains launchers, on a la possibilité de filtrer par ces catégories. Donc voilà, ça peut servir à ça. Ensuite, des choses probablement un peu plus intéressantes, et vous allez voir que c'est simple aussi, là aussi, à mettre en place. Donc quand vous allez dans l'écran des paramètres d'une application, normalement ça ressemble à ça. Mais vous allez avoir une petite subtilité, c'est le premier élément qui est affiché au-dessus de notification. Donc ce qu'on peut imaginer, c'est que votre application a un écran de paramètres, et ce bouton-là, en fait, vous allez pouvoir faire un lien vers cet écran de paramètres. Et là, c'est ultra simple à mettre en place. Vous avez probablement une activité, ou peu importe sous quelle forme c'est, donc une activité qui gère les paramètres. Vous rajoutez l'intent filter, et en fait, automatiquement, ça va vous rajouter cette petite info dans les paramètres. Toujours sur cet aspect paramètres, vous avez l'écran de stockage qui, de base, ressemble à ça. Donc en gros, ça vous permet soit d'effacer le cache, soit alors ça va supprimer toutes les données d'une manière générale. Et en fait, on a là aussi la possibilité de le faire un tout petit peu évoluer. Donc ça enlève le bouton qui était effacer tout le stockage, et à la place, ça affiche gérer l'espace. Donc ça, par exemple, si vous utilisez les Play Services, ça va vous renvoyer vers un écran à part entière. Et donc là, l'idée, c'est que en fait, vous allez pouvoir, derrière le bouton qui s'appelle Gérer l'espace, en fait, rediriger vers un écran de votre application où vous allez du coup vous permettre de supprimer tel ou tel élément. Mais ça, voilà, c'est complètement custom à faire. Et d'ailleurs, ça, en termes d'API, ça existe depuis Android 1.0. Voilà, non, 1.5, pardon. Et du coup, il suffit de rajouter une activité sur le tag application de l'Android Manifest, et tout ça va marcher ultra facilement. On enchaîne du coup avec la sixième petite astuce, et qui là aussi peut être ultra pratique pour vos utilisateurs. Donc quand vous désinstallez une application, aujourd'hui, l'utilisateur y perd à la fois ses données et à la fois le code de l'application. Et là, en fait, on a la possibilité de dire je veux supprimer le code de l'application, par contre, je veux garder les données utilisateurs. Donc pour ça, l'utilisateur, il a juste à cocher ce petit truc-là. Et vous, côté développement, il n'y a absolument rien à faire. C'est juste un booléen à mettre sur le tag application à nouveau, et ça va donc afficher la pop-up comme vous l'avez vu avant. Donc voilà. Ensuite, pourquoi est-ce que ça s'appelle est-ce que l'utilisateur a des données fragiles? Je ne sais pas, mais bref. Du coup, c'est là aussi ultra simple à mettre en œuvre. Et du coup, pour la septième astuce, je vais vite parce qu'il y en a beaucoup. Donc pour la septième, potentiellement, vous le savez, sur Android, il y a des permissions qu'on qualifie de normales et également des permissions qu'on qualifie de dangereuses. Donc sur celles qui sont dangereuses, généralement, il y a la caméra, le micro et la position de l'utilisateur.
Et donc si on retourne à nouveau sur notre écran de paramètres, vous avez donc un écran qui vous affiche toutes les permissions que vous avez autorisées ou pas. Et vous allez voir qu'il y a une petite subtilité que vous pouvez rajouter, c'est le petit i à côté de chaque permission. Et en fait, en cliquant sur ce petit i, là aussi, vous allez pouvoir rediriger vers un écran de votre application pour expliquer que vous utilisez l'appareil photo pour telle ou telle fonctionnalité. Et donc là aussi, c'est ultra simple. Vous avez un intent filter à rajouter et voilà, ça va vous permettre ça. Ensuite, il y a une fonctionnalité qui est assez proche. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé, mais vous avez un tableau de bord de confidentialité qui existe sur Android. Ça fait quelques versions que c'est là, mais à mon avis, pas grand monde parmi vous le connaît. En gros, c'est un écran qui affiche permission par permission quelles applications les ont utilisées et à quel moment. Donc là, par exemple, si je clique sur la position, ça va me dire que j'ai une application, du moins que telle application a eu accès à la position à telle et telle heure. Et donc ça, c'est la version, pareil, normale. Et on a du coup la possibilité aussi de rajouter le petit i à côté pour justement expliquer pourquoi on a utilisé cette permission-là. Et donc c'est à nouveau la même chose, c'est juste un intent filter à rajouter et donc ça vous rajoute le petit i automatiquement. Ensuite, pour l'astuce numéro 8, alors ça je ne sais pas si c'est très utile, mais bon, au cas où je vous la donne. Donc on va imaginer vous êtes cette fois-ci sur l'écran de multitâche. Et peut-être que vous avez déjà remarqué qu'on avait la possibilité d'avoir le petit symbole en haut à droite en forme de lien. Et typiquement, du coup, quand vous cliquez sur ce lien, ça vous permet du coup de le partager potentiellement. Donc le bon exemple de ça, c'est vous avez par exemple, vous êtes une appli d'actualité et vous voulez partager le lien de l'article en question. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser pour ça. Et pareil, pour mettre tout ça en œuvre, c'est simple. En gros, passé un temps, Google s'était dit on va mettre du Google Assistant de partout dans nos applications. Et finalement, comme vous savez, c'est un peu fail. Mais par contre, les méthodes, elles sont toujours là. Et donc notamment une qui s'appelle onProvideAssistContent. Et sur celle-ci, vous pouvez donner une URI. Et cette URI, c'est elle qui sera donc affichée dans le multitâche. Voilà, tout simplement. Donc voilà, en termes d'API, c'est disponible depuis Android 6. Mais pour que ce soit visible dans le multitâche, par contre, c'est que depuis Android 12. Et enfin, non pas enfin, on est à la 9e, on va se parler du notch. Alors comme vous le savez, il y a eu le fameux Dynamic Island d'Apple sur les nouveaux iPhones. Et pour beaucoup de médias, on a dit c'est totalement impossible sur Android, il faut faire des nouveaux téléphones, etc. etc. Sauf que c'est complètement faux. Par exemple, vous pouvez vous amuser à faire ce que vous voyez ici sur la gauche. Alors je ne sais pas si on le voit très très bien. Mais en gros, l'utilisateur, quand il scrolle, au fur et à mesure, il y a la barre de progression qui est en haut de son écran, qui est en haut de l'écran, et en plus, ça suit bien la forme du notch. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette API, pour justement connaître la position du notch, c'était disponible sur la toute première preview d'Android 9, mais pour des raisons que l'on ne sait toujours pas, sur la preview numéro 2, toutes ces API avaient été enlevées. Donc, on se dit, ballot. Mais finalement, depuis Android 12, ces API sont de retour et donc on a la possibilité du coup de savoir quelle est la position du notch et à partir de ça on peut faire un peu ce qu'on veut avec. Donc en termes de méthode, ce que vous avez à disposition, donc depuis l'API 28, donc c'est les bounding rects, donc ça c'est uniquement les coordonnées du notch. Par contre, là, vous avez vu, le notch, il était légèrement en forme de parallélogramme. Et donc, du coup, connaître uniquement les coordonnées, ça ne suffit pas. Donc, c'est pour ça que depuis l'API 33, cette fois-ci, on a un path. Et donc, de cette manière, on sait précisément quelle est la forme de notre notch. Et aussi, une deuxième API qui peut être utile, c'est connaître l'arrondi des écrans. On l'a de plus en plus, et donc voilà, si vous avez envie de faire, j'en sais rien, une pop-up qui reprend exactement la forme de l'écran, c'est possible, vous avez des API qui vous permettent de faire ça, sachant qu'en plus, l'API est faite pour que vous puissiez connaître les angles un par un. Alors je ne sais pas si
à quoi ça pourrait servir d'avoir différents angles, mais bon, au cas où, c'est implémenté comme ça. Et là, je me suis par exemple, moi, amusé à faire une appli en Flutter pour le coup, pour juste m'amuser. Et vous voyez, par exemple, j'ai un notch en forme de caméra. Et j'ai fait exactement la même chose, donc la progression au fur et à mesure qu'on scrolle, voilà, c'est ultra simple à faire avec les API que je vous ai montré. Et du coup, on passe à la dernière petite astuce qui, cette fois-ci, est autour des vibrations. Ou alors on dit retour haptique, peu importe, ça revient à la même chose. Donc sur les iPhones, pareil, on a vraiment tout le système a été pensé avec des vibrations qui sont plus ou moins fortes, alors que sur Android, mis à part les pixels et certains téléphones haut de gamme, et d'ailleurs c'est même très récent, finalement faire des vibrations avec des tonalités un peu différentes, ça ne se fait pas. Mais là-dessus aussi, en fait, on a plein d'API qui sont disponibles. Donc il y a l'API en version chiante qui est disponible depuis Android 11. Donc en gros, vous allez dire pendant une certaine période de temps, je vibre pas très fort, après j'attends, après je fais voilà. C'est pour ça que je l'appelle l'API chiante parce que voilà, vous allez être vraiment obligé de tout reproduire étape par étape. Donc, ça prend un peu de temps, surtout s'il faut tester. Mais depuis Android 12, vous avez la méthode du flemmard. Et donc, c'est fait de manière assez intelligente. En gros, vous allez lire une chanson, du moins une musique, en mettant le volume à 0. Et lui, il va prendre automatiquement comment on appelle ça, j'ai oublié, le spectre de la musique pour en faire des vibrations. Et donc, voilà, quand le spectre est, ça va vous faire automatiquement fort, pas fort, etc., etc. Donc, simplement, vous donnez une musique. Lui, il va transformer les différentes fréquences en des vibrations. Donc ça, c'est disponible depuis Android 12. Et c'est ce petit genre de truc qui permet finalement aussi de rendre votre application unique. C'était l'objectif de ce talk. Donc du coup, ça c'était la 10e et dernière petite astuce. J'ai essayé de faire ça en 15 minutes, je crois que j'ai un peu dépassé. Du coup, si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas. Sinon, voilà, je vous ai remis les liens que je vous avais parlé au début, au cas où.